Bonsoir, merci d'être ici, de nous suivre. La rencontre de ce soir s'intitule À la limite et j'ai le plaisir d'interroger l'écrivain française Joyce Sorman et l'écrivain argentine Samantha Schweblin. Alors l'objectif de cette rencontre, ça va être de mettre en parallèle deux approches d'écriture technique très différentes. Une approche française axée sur la sensibilité, la personnalité, l'exploration de l'écrivain et du narrateur, et nous aurons une approche, je dirais presque plus classique, du côté d'une narration littéraire très structurée. Donc vos deux livres résonnent fortement dans le contexte actuel. Joy, déjà parce que votre livre À la folie, qui est le fruit d'un an d'immersion en hôpital psychiatrique, montre la destruction de l'intérieur de l'institution psychiatrique, alors qu'on parle beaucoup de besoins du côté de la maladie mentale aujourd'hui. Et votre livre, Samantha Schweblin, donc, est une fiction qui s'appelle Kentucky, qui invente un nouvel appareil, qui est une sorte de peluche interactif, où d'un côté, il y a l'usager qui va s'exhiber, se mettre en scène, et de l'autre côté, il y a celui ou celle qui regarde. Et du coup, votre livre s'inscrit dans je dirais, dans la tradition de la grande écrivain argentine Mariana Enríquez, qui écrit de l'horreur sociale. Vous, votre roman Kentucky est, je dirais, un roman d'horreur technologique. Voilà la ligne de fond. Donc, on va creuser la manière dont vous avez travaillé. Alors, j'ai une première question. Mes questions s'adresseront à vous deux. 40 minutes, c'est très court. On va essayer d'être extrêmement dense et nutritif en 40 minutes. Et je vous laisserai parler à tour de rôle. À partir du moment où vous avez identifié votre sujet, votre thème, la nature de votre histoire, comment est-ce que vous avez réalisé le travail de recherche? Et votre approche là-dessus a été, j'imagine, extrêmement différente. Alors d'abord, bonsoir à tous, merci d'être là. Depuis que mon livre est sorti, c'est la première fois que je suis en face de gens. Donc ça me fait vraiment très plaisir, des lecteurs. Moi, le travail de recherche, il a été, comment dire, flagrant, puisque c'est un travail d'immersion. Donc, quand j'ai décidé d'écrire sur la psychiatrie, j'ai tout de suite décidé que ça passerait par une forme immersive et que ça passerait par l'exploration d'un lieu. Je voulais me donner une unité de temps et de lieu, donc 1 an dans une boîte psychiatrique, voilà, dans cette espèce de lieu étanche. Donc la recherche, elle était devant moi, c'était moins une recherche qu'une expérience. C'était me plonger, moi, corps étranger, dans un bain psychiatrique et voir ce qui allait en ressortir, à la fois pour moi-même, pour mon écriture, et voir ce que j'allais pouvoir capter des vies là-bas. Mais cette ligne temporelle du terrain, elle a été accompagnée d'une deuxième ligne parallèle qui a été beaucoup plus livresque, intellectuelle, cinématographique, c'est-à-dire que dans le temps de l'immersion, je lisais sur le sujet, alors autant de la fiction que de la sociologie, que de la philosophie. Je regardais des films, voilà, de même documentaire ou fiction. Je lisais des manuels de psychiatrie destinés aux étudiants. Je lisais des témoignages de soignants et de patients. Et donc, c'était une espèce d'accompagnement que je considérais comme une aide pour essayer de mieux voir, comprendre et entendre ce que je vivais. C'est-à-dire que dans le temps où je vivais cette expérience de l'immersion psychiatrique, je comptais sur cette matière intellectuelle et artistique pour aider à mieux saisir les choses et à mieux les regarder. Samantha, comment avez-vous procédé pour Kentucky, une fois que vous aviez l'idée, l'embryon de l'histoire? Bueno, buenas tardes a todos. Bonjour à toutes et à tous, merci pour être ici présent. Je me vois actuellement à l'écran et je suis habitué à ces rencontres, à des rencontres un peu plus personnelles. Et là, je me vois à l'écran, c'est comme si je venais vous donner des nouvelles du futur, quelque part. Je n'ai pas de grandes prédictions à faire, ni de bonnes nouvelles à vous annoncer.
Mais pour répondre à la question de Lionel, pour moi, le sujet de la recherche, c'est un peu une surprise. J'écris toujours de la fiction, et vraiment de la fiction pure et dure. Et d'ailleurs, le sujet a été étrange. L'idée d'écrire sur la technologie était quelque chose d'impensable pour moi, même si on me catalogue comme une écrivaine d'horreur. Mais ce que j'écris, en fait, génère cela, mais c'est plutôt des histoires qui parlent de l'étrange, de l'anormal, et me retrouver face au sujet de la technologie, ça m'a obligé à faire des recherches. C'est la première fois, je n'avais jamais fait ce genre de recherche auparavant. Je souhaitais écrire un livre qui était absolument présent, mais impossible. Il n'y a rien qui n'existe pas actuellement dans ce monde, et que toute la technologie qui apparaît devait être possible. Et ça a été une partie de ma recherche. Et ensuite, c'est un roman qui se passe dans 25, 26 villes différentes autour du monde. Et un grand nombre de ces villes, je les connais. Je les connais, bon, grâce à la littérature, parce que j'ai voyagé dans ces villes, mais j'avais besoin de villes que je ne connaissais pas. Et donc, j'ai travaillé beaucoup avec Google Earth, par exemple, et en entrant sur les réseaux sociaux et en posant des questions très ponctuelles à des gens que je ne connaissais pas. Et les gens m'ont répondu. J'ai écrit un Norvégien dans un petit village, et quelqu'un avait une maison d'appareils ménagers, et je lui ai demandé, vous pouvez passer en fait du coin de votre maison vers la colline avec un fauteuil roulant. Il m'a répondu, je vais voir. Et une semaine plus tard, il m'a répondu, il m'a dit, oui, c'est possible. Et une personne que je ne connaissais pas. Et donc, c'est un roman qui parle de technologie, a besoin également de la technologie pour être construit. On va aborder l'étape qui suit celle de la recherche, l'émotion qu'on cherche à véhiculer, à faire ressentir au lecteur, et la question de la structure du livre. Comment, toutes les deux, avez-vous travaillé la construction, la structure du livre? Alors, je sais que vous, Joy, la question de la structure, vous aurez une réponse différente. Je vous laisse commencer la première. Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai un rapport à la construction, à la structure à la fois très anxieux et très, très lâche. C'est-à-dire que je ne construis jamais mes livres à l'avance, je ne fais pas de plan, voilà, j'y vais à l'aveugle. C'est vraiment l'écriture qui emmène le mouvement. Ça se fait vraiment dans la musicalité, dans l'amoncellement de la matière sur la feuille, on pourrait dire. Mais de toute façon, même si en règle générale je suis très mauvaise en construction, de toute façon pour ce livre, la question ne se posait pas. Puisque l'idée c'était d'arriver dans un endroit, donc l'hôpital psychiatrique, où je ne savais rien, où je ne savais pas ce que j'allais trouver. Alors j'avais quelques images mentales en tête, finalement, des images liées à la culture cinématographique, livresque, picturale que nous pouvons tous avoir de la folie. Nous avons des représentations, donc je n'arrivais pas totalement vierge, parce que j'avais des représentations. Mais je ne savais pas quel corps j'allais rencontrer, quelle relation j'allais nouer, à quelle scène j'allais assister, si je serais même la bienvenue ou pas, si je vivrais bien cette expérience ou pas. Donc il n'y avait pas de projet au sens de projection possible, parce que l'idée c'était vraiment d'être saisi par mon sujet, de me rendre la plus disponible possible, la plus vierge possible, et de me faire d'abord le réceptacle. La construction viendrait dans un second temps, mais de me faire d'abord le réceptacle d'une série de paroles, de gestes, voilà, de situations, de scènes, aussi d'odeurs, de lumière, de couleurs, parce qu'il s'agissait également de capter un espace.
passe. Donc j'avais vraiment aucune idée de ce que j'allais faire. J'allais d'abord pour ressentir quelque chose et essayer d'être le plus attentif possible à des situations. Donc il n'y avait pas de projet en ce sens. Il y avait un projet qui était expérimental au sens de l'expérience que je voulais vivre. Et après, il a fallu évidemment organiser dans un second temps, puisque j'ai passé 1 an à accumuler cette matière, il a fallu l'organiser dans un second temps. Et là, j'ai choisi finalement une construction extrêmement simple, parce que j'avais un projet de restitution. Ce n'était pas un projet fictionnel, ce n'était pas un projet romanesque, c'était un projet de restitution avec ce que ça peut avoir de très modeste et artisanal. Donc le livre s'organise autour d'une série de portraits et de situations où j'essaie quand même de faire voir la temporalité d'une année passée là-bas, mais moins à travers finalement les personnages qu'à travers ma propre métamorphose, parce qu'on sent bien que voilà, je cherche un peu mes marques, que je les trouve, moi-même j'effectue des allers-retours, donc je pense que c'est mes métamorphoses voilà, personnelles qui donnent l'idée d'une temporalité. Mais sinon, finalement, on a des fragments comme ça de vie, et la construction est très pauvre de ce point de vue-là, parce qu'elle voulait passer derrière pour laisser voir une réalité avant toute chose. Samantha, comment avez-vous travaillé la structure? J'ai oublié de préciser que vous êtes également professeur de creative writing, donc vous avez l'habitude de faire travailler la structure. Vous avez écrit plusieurs recueils de nouvelles. Là, sur ce roman, comment avez-vous travaillé la structure? Quelles ont été les difficultés auxquelles vous deviez vous confronter? Et je me suis senti très identifié avec le processus d'écriture dont a parlé Joy. Je pense que quand j'ai une idée, au moins sur le plan émotionnel ou des sentiments, j'ai une idée très précise d'où je veux aller. Une idée très ouverte sur le plan de l'argumentation. Et je ne sais pas vraiment si je savais vraiment ce qui allait se passer. Je ne sais pas si j'aimerais écrire le texte. Mais sur comment est-ce qu'on se sent quand on écrit sans savoir où on va, c'est un peu la réplique de ce qu'est le lecteur. Si on ne sait pas où on va, comment est-ce qu'on peut mesurer le niveau de tension dans le texte, le niveau d'émotion que peut ressentir un lecteur quand il lit ces mots? Et quand on va un peu plus à tâtons dans le flot de l'écriture, je trouve que la distance entre celui qui écrit et celui qui lit est beaucoup plus petite, et on est beaucoup plus proche. Et j'aime écrire de ce point de vue dans cette tension. Et je me posais la question sur l'écriture des autres romans et enseigner l'écriture. C'est une question que je continue à me poser. Qu'est-ce qu'on peut enseigner? Est-ce qu'on peut enseigner à écrire? Et j'aime beaucoup les limites que l'on s'impose à soi-même au début d'un roman. Des limites qui sont justement en lien avec la structure. Des limites qui, d'une certaine façon, te coupe et t'empêche d'aller vers l'endroit où tu souhaitais aller ou vers l'endroit qui, pour toi, serait la plus naturelle. Ça t'oblige à faire une sorte de pirouette et un parcours qui n'est pas celui qu'on aurait choisi. Et ça m'intéresse parce que c'est là où la littérature commence à être quelque chose qui n'est pas quelque chose d'appris, et qui n'est pas quelque chose de facile ou de naturel. Je veux aller de cet endroit à cet endroit, et la façon la plus directe, c'est comme ça. C'est un roman qui pose beaucoup de limites dans ses ressources, dans sa forme, avec le narrateur ou le rythme, ne permet pas de faire ce mouvement de façon évidente ou naturelle, et t'oblige à chercher un nouveau chemin. Et c'est ce qui m'intéresse, même en tant que lectrice d'ailleurs. J'aime beaucoup les romans qui font cela. Vos 2 romans ont plus de points communs, que j'ai commencé par le dire, justement sur la question de la tension. Dans À la folie, Joy, la tension, elle est permanente. Elle n'est pas liée que
au débordement potentiel des patients, elle est liée, et il y a une vraie structure thématique aussi, parce que vous êtes quelqu'un qui structurait beaucoup au niveau thématique. On a le poids de la destruction, la psychiatrie depuis les 30 dernières années qui tombe dans les récits des gens. Il y a cette tension à la fois de pression sociale qui est dans les esprits de vos personnages, et puis la violence, la déstructuration qui peut surgir. Et chez vous, Vanessa, on a une structure de thriller presque classique, parce que vous commencez avec une scène assez tétanisante, très angoissante, et puis après, on a un faux calme, et on se demande d'où la violence, elle va surgir. Elle n'est jamais spécialement physique, elle sera plus psychique dans ce qu'on se fait subir. On va aborder un point que vous avez en commun toutes les deux. Donc sur la question du point de vue, c'est-à-dire du narrateur, on est sur une approche a priori complètement différente. Première personne, je, présent, qui explore la subjectivité de l'auteur-narratrice. Mais il y a un grand réseau de personnages chez vous. Et on va parler de comment vous avez construit ces personnages. Parce que vous nous donnez accès pas seulement à travers les yeux de la narratrice à ces personnages, mais on va en parler. Chez vous, Vanessa, on est sur un point de vue à la troisième personne multiple, avec beaucoup de personnages qui sont très différents. Et au début, on dirait presque des petites nouvelles. On découvre un personnage à chaque chapitre, pendant presque les 10 premiers chapitres, avant de voir revenir certains personnages. Comment vous avez construit ces personnages? Est-ce que vous êtes inspiré de personnes réelles? Est-ce que c'est venu de personnages de la littérature qui vous ont inspiré? Comment vous avez construit ces personnages? Est-ce que c'est les vraies personnes telles qu'elles étaient, Joy, ou est-ce que vous les avez transformées? Voilà, le réseau de personnages tel que vous l'avez traité. Alors, c'est un livre, donc un livre est peuplé de personnages, par définition. Mais ce sont des personnes, en effet. Donc j'ai passé un an dans cet endroit, et donc tous les individus, on va prendre un terme comme ça, un peu entre personnes et personnages, qui nous permet de ne pas trop prendre parti, tous les individus dont je parle, patients et soignants, sont des personnes que j'ai rencontrées. J'ai juste changé leur prénom pour des raisons de confidentialité. Mais tous peuplaient cet endroit, tous m'ont raconté leur histoire, tous j'ai pu les observer, vivre, souffrir, parler. Et ça n'avait pas de sens pour moi précisément d'inventer des vies, alors que j'avais décidé de passer un an là-bas pour les recueillir, ces vies. Et c'est pour ça aussi que j'ai abandonné très rapidement l'option du roman pour écrire sur le sujet, parce que je me sentais absolument pas à l'aise avec l'idée précisément d'inventer des corps fous, d'inventer un verbe délirant, d'inventer ce monde de la folie. Il y avait pour moi une indécence, mais je ne le dis pas de manière générale, c'est-à-dire qu'il y a des grands romans sur la folie, je ne trouve pas du tout ça indécent d'écrire une fiction sur la folie. Mais de mon point de vue, alors que j'étais dans les lieux, que des vies se donnaient à moi, ça n'aurait eu aucun sens de les inventer. Mais j'ai voulu quand même créer une espèce de trou noir fictionnel au milieu du livre, avec un personnage qui s'appelle Fantomette et qui est la trace de la fiction, qui est à la fois mon double. Donc j'en dis deux mots, c'est un personnage que les soignants retrouvent un matin dans un lit du service. Les soignants ouvrent le service, ouvrent les chambres, et là il y a une femme couchée dans un lit. On ne sait pas comment elle est rentrée, on ne sait pas pourquoi elle est là. Elle dit qu'elle ne souffre de rien, mais qu'elle veut être là et qu'elle préférerait ne pas partir. Et donc ce personnage que j'ai appelé Fantomette signale à la fois donc ma position, moi, de quelqu'un qui finalement rentre à l'hôpital psychiatrique sans savoir pourquoi, mais veut être là alors qu'il n'a pas de raison apparemment objective d'être là, signale aussi la liberté quand même d'imagination que je me suis octroyée, parce que c'est vrai que toutes ces personnes qui sont dans le livre, je les ai rencontrées, mais évidemment que je me suis permise, comme dans tout travail de montage,
que ce soit dans un livre ou dans un film, que je me suis permise de modifier certaines paroles, de mettre le mot de l'un dans la bouche de l'autre, de défaire la chronologie, d'inverser 2 éléments biographiques pour précisément la structure et la lisibilité du livre et pour rendre aussi plus fort, plus prégnant, plus épais ces personnes, pour les faire voir mieux. J'ai pu inventer des propos. Donc il y a une liberté fictionnelle, je dirais, au cœur d'un livre documentaire. Pourquoi j'ai fait ça? Pour quand même faire aussi un peu confiance au pouvoir de l'imagination. Et à l'idée que le pouvoir de la littérature, le pouvoir de l'imagination est un pouvoir de souligner le réel, de le faire voir de façon plus claire, plus évidente, plus frappante, de le rendre plus visible, plus audible. Et donc la fiction vient en appui finalement voilà, du document, en renfort émotionnel précisément, en renfort pictural aussi. Et je donnerai juste un petit exemple avant de laisser la parole. Il y a un personnage, une personne, un individu, je ne sais plus comment le dire, de grand dépressif dans le livre qui s'appelle Arthur. Et à un moment, donc c'était une rencontre vraiment assez bouleversante. Vous êtes face au malheur même et à la souffrance même. Et à un moment, je fais dire à Arthur, je n'existe pas, si au moins j'existais, je pourrais me détruire. Alors je lui fais dire cette phrase au milieu de plein d'autres qu'il a effectivement prononcées. Cette phrase, il ne l'a pas prononcée, mais c'est tout ce qui m'évoquait. C'est-à-dire que le voyant vivre, le voyant bouger, le voyant pleurer, le voyant parler, toute sa personne exudait cette phrase-là, exudait ce sentiment-là de sentiment, de désir de destruction. Et donc j'ai inventé cette phrase que certains pourraient considérer comme une trahison, mais moi je l'ai inventée pour lui rendre justice et pour essayer de faire entendre un peu mieux l'ampleur de sa tristesse, de son désespoir, là où ces mots à lui échouaient presque. Je sentais qu'il souffrait beaucoup plus que ce qu'il disait d'une certaine façon. Et donc l'invention de cette phrase, pour moi, sert précisément la réalité de ce que j'ai ressenti, de ce que m'a fait percevoir cet Arthur. Et juste avant de passer la parole à Vanessa, donc je disais, à la folie écrit au jeu présent, la narratrice nous décrit les corps, les visages, la gestuelle, les voix des patients, mais vous utilisez une technique de fiction, on accède au point de vue des personnages qu'elle rencontre. On rentre chez certains personnages dans leur perception au jeu. Il n'y a pas que le jeu de la narratrice. Et ça marche complètement, on bascule. Donc là, vous avez inventé, recréé, on est immergé dans cet hôpital, j'allais dire dans la folie, mais pas dans la folie, dans cet hôpital et dans tous ceux qui sont dedans, quoi. Et on a, au final, des points de vue multiples. Donc Vanessa, vous, c'est troisième personne multiple, et on pourrait dire chaque chapitre jusqu'au début nous amène dans la peau d'un nouveau personnage, si vous dire un nouvel instrument de musique. Comment vous avez construit ces différents personnages? Les personnages, pour moi, sont fictifs. Je ne prends jamais vraiment quelqu'un, c'est une sorte de collage. Je prends le regard de quelqu'un, la façon de marcher d'une autre personne, la cuisine, la façon de cuisiner d'une tante, et tout cela construit un personnage. Et je vois plutôt les personnages comme une sorte de collage. Et ce qui s'est passé avec les personnages, et dans ce roman en particulier, c'est qu'ils m'ont fait voir à quel point je choisissais mes personnages du lieu commun de l'écrivaine argentine, qui est en fait un lieu naturel. La plupart de mes personnages étaient argentins en Argentine, et même quand j'allais dans des endroits plus fantastiques, mais surtout dans le réalisme. Mais ce roman avait besoin de personnages serbes, coréens, norvégiens, allemands, guatémaltèques, mexicains, chinois. Et c'était très impressionnant et pas commode du tout d'écrire ces personnages.
parce que c'était nécessaire. J'avais besoin de le faire pour que le roman fonctionne. C'est un roman qui se passe dans le monde entier. J'avais besoin de construire ces personnages. Mais comment peut une Argentine décrire le quotidien d'un Coréen? Et donc, utiliser mon imagination, regarder beaucoup de films et chercher, faire des recherches sur Internet. Et j'ai donné à chacun des personnages, un ami ou un éditeur ou un écrivain. Il y a certains écrivains qui suivaient en fait donc par exemple mon éditrice chinoise lisait sur le personnage chinois et chacun a eu comme ça un lecteur et c'est impressionnant comment à quel point l'imagination te tend des pièges dans les endroits les plus inespérés. Et quelque chose qui peut sembler le plus naturel, façon de marcher. Et pour une culture, en fait, le lecteur me disait « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je ne comprends pas du tout ce que fait ce personnage. Donc ça a été très intéressant. Cette façon de sortir un peu de ma zone de confort dans l'écriture. Et même à la troisième personne, qui est un lieu qui est inconfortable. La plupart de mes personnages parlent à la première personne. Mais c'est ce dont on disait précédemment, les limites que peut nous imposer un texte et comment cela t'oblige à avoir ce mouvement qui était impensable auparavant. Et voilà, c'est ce que je pourrais dire des personnages. Alors le temps file vite, mais on creuse bien notre matière. On va aborder un point fondamental de l'écriture, c'est-à-dire le travail de réécriture. Alors souvent, on peut imaginer, imprégné par le mythe romantique, que le livre il sort presque imprimé phrase par phrase. Joy, je crois que vous passez en moyenne 2 ans sur un livre. Sur La Folie, il y a eu 1 an de travail de recherche, 1 an d'écriture. Est-ce que vous réécrivez beaucoup? Vous parliez de montage comme un montage cinématographique. Est-ce que vous pouvez nous parler du travail de réécriture que vous accomplissez? Sur ce livre, le travail de réécriture, il a été assez particulier parce que réécrire, je pense que tous les auteurs le font. Hein. On fait toujours beaucoup de versions de nos textes. L'essentiel du travail d'écriture est un travail de réécriture, de repasser les phrases, de repasser les mots, la ponctuation, la musicalité, la respiration dans une phrase. Bon, c'est ça le métier d'écrivain, le labeur. Mais sur ce livre-là, le travail de réécriture, il a pris une tonalité un peu différente dans la mesure où il y a énormément de propos rapportés. Alors, de propos rapportés, pas tout à fait, évidemment, puisqu'ils ont été d'abord ingérés et métabolisés dans ma propre phrase, et aussi parce que pour des raisons techniques, je n'enregistrais pas les gens parce que je trouvais que c'était intrusif. Voilà, je n'allais pas venir avec un enregistreur, donc j'avais un petit carnet, un crayon, et donc je notais à la va-vite ce qu'on me disait. Donc, mais il y a quand même un travail de retranscription que j'ai tâché de rendre le plus fidèle possible, parce que je voulais faire entendre cette langue démembrée, dégondée de la folie. Je voulais faire entendre cette syntaxe très très particulière du délire, cette syntaxe hors norme. C'est en ce sens-là que la folie et la littérature sont cousines. C'est que c'est vraiment un travail sur la sortie de la norme, par la langue. Et donc, je voulais faire entendre cette syntaxe particulière. Donc, j'ai essayé de restituer par le jeu, justement. Donc, comme vous l'avez dit, le livre est à la première personne, mais le jeu glisse du jeu de la narratrice, de mon jeu, à celui d'un patient, d'un soignant. J'ai voulu remettre de l'horizontalité, de l'immanence dans un lieu où la verticalité est très forte, où les hiérarchies sont très fortes. Donc c'est pour ça que ce jeu embrasse tout le monde. Donc j'ai voulu faire entendre quand même la langue des fous. J'ai voulu faire entendre aussi la langue des soignants, la langue très particulière, le lexique très particulier de la psychiatrie, cette espèce de langue très obscure, très rêche, très scientifique, qu'on peut trouver froide et déréalisante. Donc le travail de réécriture, ça a été à la fois un travail
d'écriture la plus fidèle possible de ce qui m'avait été dit, et en même temps de soudure avec ma propre phrase, d'intégration de cette langue-là dans ma propre langue. Donc, à la fois, j'ai essayé de réécrire le moins possible ce qu'il me disait, et en même temps, il fallait quand même que je fasse une patte textuelle qui emmène toutes ces langues différentes. Voilà, donc c'était en ce sens-là que c'était passionnant d'écrire aussi ce livre pour des questions purement littéraires. Merci. Vanessa, réécrivez-vous beaucoup et de quel ordre est cette réécriture? J'ai entendu que vous aviez des relecteurs, parfois on utilise le terme de bêta-lecteurs, des gens qui lisent dans la fiction pour des questions souvent principalement de clarté, de compréhension, comme vous le disiez. Vous réécrivez beaucoup et vous avez beaucoup réécrit Kentucky en vous faisant relire à chaque version? Oui, pour moi, le premier jet d'écriture, c'est un mal nécessaire pour pouvoir continuer à avancer. Et je réécris beaucoup. Et je réécris de plus en plus. La réécriture est chaque fois plus importante. Ça fait partie du processus littéraire. Pour moi, c'est très intéressant le bruit qui se crée entre ce que l'on croit que le texte dit et ce que le texte dit réellement. Et je crois que je contrôle vraiment tout dans ma vie, mais également dans la fiction. Et quand on me demande, quand les lecteurs me demandent, je refais lire beaucoup mes textes à mon voisin, à ma maman ou à des amis écrivains, n'importe qui en fait. Et je demande toujours au lecteur, quand tu es là, qu'est-ce que tu ressens? Tu regardes à gauche, à droite, à quel mot as-tu pensé quand tu as lu cela? Des petits détails, des petits points de détail comme ça. Et parfois, en tant qu'écrivain, on pense que les choses fonctionnent. Et si ça ne fonctionne pas? Et donc, je suis intéressé. Bon, effectivement, c'est impossible de penser et d'avoir le contrôle toujours complet sur le lecteur. Non, c'est quelque chose d'imaginaire. Mais j'aime bien ce jeu d'essayer de voir ou de produire quelque chose chez le lecteur et de voir quel est le sentiment que je vais produire de façon très, très fine et d'entrer dans le détail. Et en tant que lectrice, la tension dans un texte, pas de l'horreur, non, mais cette tension quand tu lis quelque chose et il y a quelque chose qui va arriver, ce sentiment vital, enfin, sur ce que je pense de la vie, penser qu'il y a une révélation qui va arriver et quand la porte va s'ouvrir et qu'il va finalement dire le mot qu'il essaie de dire, c'est ce sentiment d'imminence qui m'intéresse beaucoup. Et je crois que cela se construit petit à petit, mot à mot, détail après détail, et c'est la raison pour laquelle je mets beaucoup d'attention et que j'ai beaucoup de curiosité et pour savoir quel est le ressenti du lecteur à chaque fois. Donc, effectivement, mon travail a beaucoup à voir avec ces évolutions. Alors après vous avoir fait beaucoup parler de la manière dont vous travaillez, dont vous écrivez, parce que l'écriture c'est avant tout un artisanat et qui demande énormément d'efforts. Hein. Quand on lit, on avale une page, on ne voit pas les heures, les dizaines d'heures qu'il y a derrière chaque page. Je crois qu'on a tous envie de vous entendre lire un extrait pour voir une petite partie de l'objet que vous avez créé. Je prends mes aises. Youssef m'avait dit « Ici, le temps passe et repasse. On attend l'heure de la clope, il passe et repasse. On guette l'heure du déjeuner, il passe et repasse, jusqu'à la nausée. Pour moi aussi, visiteuse furtive, pourtant, le temps s'étire. Je le sens flasque tel que le décrit Youssef, bien plus que thérapeutique tel que le rêve Barnabé. Un matin, je le sens davantage encore.
voyant Arthur avachi sur une chaise, assommé par les cachets, son t-shirt souillé de bave, sa tête lourde, comme guillotinée, nuque cassée qui repose sur sa poitrine. Cette tête pèse 1 tonne, lestée de tout le poids des médicaments et des ressassements, des jours qui se répètent et sédimentent, de ces pensées qui sont bien plus qu'une simple activité neuronale, plutôt une coulée de plomb qui entraîne tout son corps vers l'avant. Plus loin, c'est une femme qui s'est assoupie contre un radiateur, son corps contorsionné, ventousé au radiateur dur et froid, ivre d'ennui. Ici, on dort assis ou debout autant que couché. Ici, tout se fige dans la glace des neuroleptiques et de l'enfermement. Le temps aussi est une banquise, à moins qu'il ne soit de la mélasse, un truc qui colle et se distend. À force, ce n'est même plus du temps, mais une masse informe qu'on voit glisser en apesanteur dans les couloirs, telle une créature de Miyazaki. Il semblerait que les soignants tentent de le recréer artificiellement, ce temps, avec des horaires, des rituels, des rendez-vous, heures des repas, des clopes, de l'ergothérapie et l'immense horloge de la chambre d'isolement. Mais en réalité, cela ne suffit pas. Le temps est mort. Ne reste que cette durée poisseuse qui englue chaque mouvement. Je la sens épaisse et tiède dès que je pousse la porte du service. Autour de moi, l'impression grandissante que tout ralentit. Pas seulement les corps, mais aussi les lumières, les couleurs, les sons, atones, apathiques et ternes, les choses de plus en plus mornes, grises, imprécises, comme si les objets eux-mêmes flanchaient. Je pense aux montres molles de Dali, aux objets fondus que l'on retrouve dans les décombres après un incendie. Je sens tout autour comme un léger mais net affaissement du monde matériel. Et c'est bien tout ce que je peux sentir, car la douleur d'Arthur, je ne la comprends pas. J'y accède à peine. Je dispose de quelques signes, la possibilité d'adresser un salut. Cela pourrait être une main furtive sur l'épaule, mais souvent je n'ose pas de peur d'être intrusive. Cela pourrait être un mot, mais souvent je le cherche et il est trop tard quand je l'ai trouvé. Ou alors je le cherche en vain, car je crois encore que ce mot doit avoir un sens, alors qu'il n'est qu'un geste. Rien de ce que Arthur et les autres me demandent n'est possible, n'est autorisé. Leur ouvrir la porte, leur acheter un sandwich grec au kebab de la place du marché, leur apporter de l'encens. Il ne nous reste que des détails, mais qui prennent ici une importance. Un rire, un regard, une patience, rapprocher un siège, ramasser une cigarette, prévenir qu'il y a une marche, un courant d'air, attention ta tête. Un geste concret, matériel, une action minuscule, pour que quelque chose s'incarne, capte l'attention, existe enfin avec certitude dans cet espace imprécis, cotonneux, hypnotique, dans ce temps démembré, siphonné par la souffrance. Merci, Joy. Vanessa, je vous invite à nous lire un extrait de Kentucky. Sí, voy a leer el último párrafo de un... Je vais lire le dernier paragraphe d'un paragraphe. Qu'avait-elle espéré en restant des jours et des semaines les bras croisés sur le grand lit de cette résidence artistique? Que Sven change de comportement, qu'elle-même change. Et quant au Kentucky, c'était ça qui la mettait le plus en colère. C'était quoi cette idée débile de Kentucky? Que faisaient tous ces gens à circuler dans les appartements d'autrui, à observer l'autre moitié de l'humanité pendant qu'elle se brossait les dents? Pourquoi ne pas se concentrer sur autre chose? Pourquoi personne n'inventait des histoires vraiment violentes mettant en scène des Kentuckys? Pourquoi personne ne plaçait un Kentucky bourré d'explosifs dans une gare centrale pleine de monde pour tout faire sauter? Pourquoi aucun usager n'avait eu l'idée d'exercer un chantage sur un employé de compagnie aérienne, l'obligeant à sacrifier 5 avions à Francfort en échange de la vie de sa fille? Pourquoi, parmi les milliers d'individus qui manœuvraient des Kentuckys et avaient accès à des documents vraiment importants, aucun ne piratait un renseignement susceptible d'entraîner un crash à Wall Street ou n'en profitait pour s'introduire dans le software d'un système afin de faire tomber à la même heure tous les ascenseurs d'une dizaine de gratte-ciel? Pourquoi ne se lèverait-on pas un matin pourri pour découvrir la mort de milliers de consommateurs à cause d'un simple seau de lithium déversé, par mégarde, dans les produits laitiers d'une marque brésilienne? Pourquoi les histoires étaient si ténues, si minutieusement intimes, mesquines et prévisibles, si désespérément humaines? Même le boycott du jour des morts ne servirait à rien. Sven ne changerait pas ses monoprints pour elle, et de son côté, elle ne renoncerait pour personne à ses états de fragmentation existentielle. Tout se diluait. Elle prévoirait son vol de retour pour le début de novembre, ce qui
lui permettrait d'assister sans se faire remarquer à la fichue exposition de Sven dont on parlait beaucoup dans les couloirs, et 1 ou 2 jours plus tard, elle monterait dans un avion et disparaîtrait à jamais dans sa chère ville de Mendoza. Elle amènerait le Kentucky avec elle pendant le vol. Elle le mettrait dans un des compartiments à bagages de la cabine, mais ne le sortirait jamais de l'appareil, que d'autres seins, que le sien, soient par hasard destinés au colonel. Merci, je vous remercie toutes les deux pour votre générosité. On a pu vraiment parler d'écriture parce que n'oublions pas, l'écriture, c'est pas quelque chose, la littérature qui tient au passé et qui est statuesque, c'est un art vivant et c'est quelque chose qui est fait à la main, artisanalement. On a beaucoup lu pendant les périodes de confinement, on a beaucoup regardé de films, de documentaires. Un livre, c'est une personne plus quelques proches qui l'aident. C'est pas des centaines de personnes, c'est pas des équipes techniques. On arrive à produire des émotions aussi intenses. Donc, je vous invite, après avoir écouté ces deux artisanes qui ont la générosité de nous parler de leur travail, à aller y voir de plus près et à savourer leur travail, leur livre. Merci à vous tous.